Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. L'Actu c'est vous, c'est peut-être l'émission la plus simple du paysage audiovisuel français. Si vous nous regardez régulièrement, vous savez comment ça se passe, mais pour ceux qui découvrent l'émission, il est bon de rappeler son mode d'emploi. Déjà, il y a un numéro de téléphone, le 06 86 46 08 46, et une adresse mail, actu@lemediatv.fr. Ce sont deux éléments importants à retenir car tous les jours, nous faisons des appels à témoins sur différents sujets qui font l'actualité. Donc il faudra les utiliser si vous souhaitez intervenir, apporter votre témoignage ou tout simplement partager votre opinion. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur nos réseaux sociaux. Et pour le premier sujet de ce numéro de l'Actu c'est vous, on parlera de Gino. Gino est un militant antifasciste arrêté le 12 novembre dernier à Paris sur mandat d'arrêt européen. Il est accusé de coups et blessures sur des militants d'extrême droite en Hongrie qui participaient à des commémorations néo-nazies. Une demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire a même été refusée par la Cour d'appel. Aujourd'hui, il risque l'extradition vers la Hongrie, dirigée par l'extrême droite de Viktor Orban, et d'y être donc enfermé là-bas. Je recevrai donc Quentin du collectif Libéré Gino. Et ce sera donc pour la première partie un collectif qui lutte contre l'extradition donc de ce militant. En seconde partie, on abordera l'actualité internationale et ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. L'Est du pays s'embrase plus que jamais après la prise de Goma par le mouvement du 23 mars, ou appelé M23, un groupe armé actif depuis 2012 dans le Nord Kivu. Le Rwanda de Paul Kagame est mis en cause, accusé de soutenir ce mouvement. L'ONU a exigé le retrait des forces extérieures et estime à 400 000 le nombre de déplacés depuis début janvier. Pour en parler, je recevrai en visio Martin Mofali, responsable stratégie de l'association Team Congo. Et sur le plateau, nous serons avec Ménéric Lalu, activiste au sein du collectif Urgence Ponamboka. Avant de démarrer ce numéro, n'oubliez pas que vous nous regardez désormais sur le canal 165 de la Freebox, sur l'application Molotov et bien sûr toujours sur YouTube ou sur notre site internet. Et tout de suite, on fait le point sur les infos du jour, mises en images et racontées par Baptiste Lépinet. François Bayrou drague la droite avant le vote du budget. Le Premier ministre, interviewé hier sur LCI, a d'abord qualifié le duo Darmanin-Retailleau de pilier de son gouvernement, avant de reprendre le narratif de l'extrême droite en évoquant un sentiment de submersion migratoire. A l'inverse, il n'a rien dit sur l'environnement, alors que les socialistes espéraient des gages sur ce point et une réduction des coupes budgétaires. La lutte contre le narcotrafic doit être une priorité absolue. C'est le mot d'ordre de Gérald Darmanin dans sa circulaire envoyée au procureur hier. Il appelle à des saisies systématiques, à un renforcement de la lutte contre le blanchiment et à la création d'un parquet national anticriminalité organisée. Le ministre de la Justice a également annoncé 100 juges pour enfants de plus d'ici 2027. 300 000 Gazaouis regagnent leur territoire. Une marée de déplacés, chargés de bagages et chariots, s'est mise en marche pour rejoindre l'enclave, ravagée par 15 mois de guerre, après s'être heurtée samedi au niveau de la ville de Nuseirat, au refus israélien de les laisser traverser. Pour les habitants, c'est un mélange de soulagement, de victoire, mais aussi de crainte de retrouver un territoire où 90% du bâti a été détruit. De retour sur le plateau de l'Actu c'est vous et on va parler tout de suite du militant Antifa Gino, emprisonné en France et menacé d'extradition vers la Hongrie. C'est parti. Dans l'Actu c'est vous, on donne souvent la parole à celles et ceux qui luttent pour leurs droits ou leur liberté. C'est justement le cas avec Gino. Ce jeune militant antifasciste incarcéré à la prison de Fresnes fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la Hongrie, accusé d'avoir agressé des militants néo-nazis lors d'une contre-manifestation à Budapest en février 2023. Il risque une extradition qui pourrait le conduire à des conditions de détention inhumaines et à un procès politique dans un pays critiqué pour ses dérives autoritaires. Son comité de soutien alerte sur une répression inquiétante qui dépasse le cas de Gino pour viser plus largement les militants antifascistes en Europe. Avec nous aujourd'hui Quentin, membre du collectif Libéré Gino, qui vient nous expliquer les enjeux de cette affaire et pourquoi il est crucial de s'y intéresser. Donc bonjour Quentin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peux-tu nous rappeler donc justement les circonstances dans lesquelles a été arrêté Gino et quelles sont les accusations qui pèsent contre lui ? Alors Gino, il a été arrêté le 12 novembre dernier
en région parisienne, par la SDAT, donc la sous-direction antiterroriste, qui s'est chargée de l'arrêter. Et il est accusé, du coup, comme vous le disiez, de violence contre des néo-nazis lors d'une contre-manifestation qui a eu lieu, du coup, à Budapest en février 2023. À savoir que cette contre-manifestation a lieu car tous les ans, depuis 1997, il y a une commémoration de la défaite des troupes néo-nazis et de leur alliés hongrois face à l'armée rouge dans le siège de la capitale hongroise. Et qu'est-ce qu'on sait finalement de l'implication de Gino dans cette contre-manifestation à Budapest? Très peu de choses. Il y avait énormément de militants et militantes qui étaient présentes pour contrer cette manifestation. Les accusations sont très floues à l'encontre de Gino, comme elles l'ont été et comme elles le sont pour d'autres militants et militantes qui sont inculpés. Il faut savoir qu'il y a eu 14 mandats d'arrêt européens qui ont été prononcés par la Hongrie et 20 inculpés. D'accord. Et justement, qu'est-ce que risque Gino s'il est extradé vers la Hongrie? Je le disais en introduction, peut-être des conditions de détention inhumaines. Qu'est-ce que vous savez des risques encourus de Gino s'il va en Hongrie? Alors, on sait que Gino risque, dans un premier temps, un procès politique, comme vous le disiez en introduction. Il faut savoir que pour la Hongrie, c'est un procès politique. Ils ont fait le choix que ce soit un procès politique. Parce que pour le porte-parole du gouvernement Orban, les personnes qui ont participé à cette contre-manifestation sont des communistes terroristes. D'accord. Voilà. Et en termes de conditions de détention, on a pu le voir avec le cas de Ilaria Salis, qui a été détenue pendant 15 mois en détention et qui est arrivée pieds et mains liés à son procès. Et elle a relaté dans différentes interviews et articles ces conditions de détention inhumaines, manque d'hygiène, manque de nourriture, etc. Justement, est-ce que la justice française donne des garanties concernant éventuellement une extradition donc de Gino et qu'il ne subisse pas ce qu'a pu subir justement cette militante aujourd'hui députée européenne, Ilaria Salis? Est-ce que la justice française... Parce que je pose cette question parce qu'en fait, il y a un cas en Italie où justement la justice italienne a refusé l'extradition d'un militant justement anti-fasciste car elle estimait que les conditions n'étaient pas réunies pour lui pour avoir une justice équitable et notamment des conditions de détention aussi, pas inhumaines justement. Est-ce que la France fait quelque chose, garantit quelque chose à ce niveau-là? Alors, lors de la première audience, la procureure générale avait requis l'extradition immédiate de Gino. La défense avait donc demandé des garanties à la Hongrie, notamment par rapport aux possibles conditions de détention, c'est-à-dire le nom de la prison, la taille de la cellule, des choses très factuelles. Également sur la garantie de sa protection par rapport à ses opinions politiques et à son activité politique. Et également des garanties sur les conditions d'un procès indépendant par rapport au pouvoir politique. Et donc, lors de la dernière audience qui a eu lieu le 15 janvier, le tribunal de la Cour d'appel de Paris a répondu favorablement à une partie de ces demandes. Et donc la Hongrie, à partir du 15 janvier, devait envoyer sous 15 jours des documents prouvant que ces conditions pourraient être respectées, notamment sur le procès indépendant. Et ce qui est important à souligner, c'est que un des arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris mentionne bien le fait qu'elle a des suspicions systémique sur la défaillance de la justice en Hongrie. Et ça, c'est un fait rare. D'accord. Et malgré ça, elle n'est pas... Parce qu'on attend un verdict, entre guillemets, le 12 février, c'est ça? Bien sûr. L'audience du 12 février va être très importante. Si la Hongrie, d'ici là, a envoyé des documents ou non, ça, on va le savoir très rapidement. Sinon, en tout cas, l'idée de cette audience, c'est de montrer que la défense souhaite pouvoir... avoir une jurisprudence. Cet arrêt, déjà, est une sorte de jurisprudence, que ce soit pour Gino ou pour d'autres militants et militantes antifascistes qui pourraient être inculpés. Pourquoi, justement, vous qualifiez cette affaire d'affaire politique pourquoi ce terme-là, justement, j'imagine, j'ai la réponse, mais j'aimerais que tu nous la donnes. Alors, on considère cette affaire comme politique parce que le cas de Gino n'est pas isolé, comme je vous le disais. Il y a le cas d'Ilaria Salis, il y a eu le cas de Gabriele, dont vous avez parlé, le militant italien. Également d'autres militants et militantes allemandes qui sont inculpés dans cette affaire Budapest. Et elle est politique également parce qu'on sait très bien que l'état de droit en Hongrie n'est pas respecté. Le Parlement européen a enclenché l'article 7 de la Convention des droits de l'homme européenne, disant qu'ils avaient des suspicions et des doutes forts sur l'état de droit actuel en Hongrie. Et il est aussi politique parce que la Hongrie fait en sorte que ce soit un procès politique. Dans comment ils abordent les faits, c'est-à-dire que
Les chefs d'inculpation sont pour 5 et 6 jours d'ITT pour 2 militants néo-nazis. À côté de ça, le lendemain de cette commémoration, des personnes innocentes ont été prises à partie par des militants néo-nazis et ont reçu plus de 15 jours d'ITT, et ces 2 militants néo-nazis ont été relâchés après 48 heures de garde à vue uniquement. Donc on voit très bien qu'il y a un 2 poids 2 mesures entre on va dire des militants antifascistes et le pouvoir d'Orban, et on sait très bien les accointances du pouvoir d'Orban avec les groupes néo-nazis. Lors de cette commémoration, il faut savoir que c'est l'Ego Hungaria, qui est un groupe suprémaciste blanc qui en 2019 a attaqué un centre culturel hébraïque à Budapest, qui organise cette marche. Et il y a également des concerts de groupes punk néo-nazis avec différents groupes de militants venant d'Italie, de France, des pays des Balkans et de Scandinavie qui sont présents. Donc c'est un peu un laboratoire pour ces groupes-là de venir lors de cette commémoration pour se retrouver et faire réseau. Et on a aussi de sérieux doutes sur l'effet de fonds publics pour organiser cette commémoration du 8 février. Et comment tu analyses justement le rôle de la France dans cette affaire, et notamment le fait qu'on ait envoyé donc, la sous-direction antiterroriste pour arrêter Gino? Comment tu analyses le rôle de la France? Alors, depuis le passage de Darmanin au ministère de l'Intérieur, il a beaucoup utilisé les services de l'ASDAT, que ce soit pour des militants antifascistes, des militants écologistes également, et plus récemment, on l'a vu également avec une journaliste de Disclose qui a été en garde à vue et qui a un procès. Ariane Lavrine. Exactement. Donc on voit qu'il y a l'utilisation de l'ASDAT, c'est, je pense, aussi pour faire peur aux militants et aux militantes, et c'est également un moyen de pouvoir collecter beaucoup de données. Et au-delà de ça, en termes politiques, du coup, on qualifie ces personnes, ces militants et ces militantes, de terroristes en soi. Et c'est là où est bien le problème, parce que ces militants et ces militantes qui ont été à Budapest, ils ont juste été là-bas pour lutter contre le fascisme et contre cette commémoration. Et est-ce que, justement, en tant que militant antifasciste, tu l'évoquais un peu en expliquant que cette manifestation était un peu, pas un laboratoire, mais un regroupement de différents groupes fascistes néo-nazis en Europe. Est-ce que la répression contre les militants antifascistes européens, tu la sens de plus en plus forte au fur et à mesure des années, ou est-ce qu'il y a un climat très particulier en ce moment, qui fait que Gino ou d'autres que tu as pu citer se retrouvent dans cette situation? Est-ce que c'est vraiment global et c'est l'époque qui veut ça? Le climat particulier, je pense, c'est la montée du fascisme en Europe et dans d'autres parties du monde. On le voit avec l'élection de Trump et notamment l'influence d'Elon Musk. On le voit aussi via Elon Musk par ce qu'il fait et avec l'AfD en Allemagne, donc qui promue l'AfD via son réseau social. Donc on voit très bien qu'il y a une montée du fascisme. Depuis 2010 et que le gouvernement Orban est arrivé au pouvoir, on voit très bien que les droits des minorités est de plus en plus difficile à vivre. Et donc, cette montée du fascisme, elle est aussi présente en France. On voit très bien avec les scores du Rassemblement national aux différentes élections européennes et législatives. Donc oui, il y a peut-être un inversement, en tout cas, de ce qu'était ou comment était vu l'antifascisme. L'antifascisme, c'est quand même des personnes qui se sont battues pour la liberté, notamment qui ont résisté pendant les différentes guerres ou différents conflits. Là, c'est plus vu comme soit des terroristes ou alors des personnes ultra-violentes, potentiellement, ce qui n'est pas le cas. Quel rôle peuvent jouer les institutions européennes justement sur ce type de dossier? Est-ce qu'elles peuvent faire pression sur la Hongrie et éviter que tous ces militants... Pour certains sont déjà en prison là-bas en Hongrie, d'autres peuvent peut-être être extradés. Qu'est-ce que peuvent faire les institutions européennes selon toi? Alors, elles ont déjà mis en place des choses, c'est-à-dire, comme je disais, depuis 2018, il y a l'article 7 qui a été déclenché par le Parlement européen, donc pour suspicion de la non-présence de l'état de droit, en tout cas sa déliquescence en Hongrie. Et il y a également le gel de fonds européens à la Hongrie, ça a été en 2022. Donc il y a des choses. Après, ce sont des choses, on va dire, non contraignantes, c'est-à-dire que la Hongrie peut très bien aussi faire en sorte que ça change. Pour l'instant, elle n'a pas donné beaucoup de signes positifs de ce côté-là. Donc, l'Union européenne devrait encore plus mettre la pression sur un gouvernement tel que celui de Viktor Orban. Oui, en tout cas, comme tu le disais, avec la montée du fascisme et du racisme un peu partout en Europe, on a l'impression que en fait, tous ces États sont un peu libres de faire ce qu'ils veulent, et même des institutions européennes, quand on leur met, qui essayent
de réguler un peu tout ça n'arrive pas forcément à leur faire, entre guillemets, entendre raison. Vous, au sein du collectif Libéré Gino, comment vous organisez pour soutenir justement Gino? Effectivement, là, aujourd'hui, tu es sur ce plateau, mais qu'est-ce que vous faites au niveau local, au niveau international? Comment ça se passe? Alors, il y a des choses déjà très concrètes. On a commencé à faire des mobilisations pour pouvoir subvenir aux frais de justice de Gino et à ses besoins également à la prison de Fresnes. Et après, il y a tout un travail de sensibilisation de l'opinion publique. Donc, c'est par exemple le cas aujourd'hui, avec différents articles, podcasts qu'on a pu publier. Et c'est également une journée de soutien et soirée de soutien qu'on a fait très récemment à La Parole Errante, avec les différents comités italiens donc, qui représentent les autres militants et militantes inculpés, le comité allemand également, où l'idée est de vraiment pouvoir faire raison ensemble et de montrer au niveau européen, international qu'il ne faut pas rester silencieux. C'est surtout ça très important. Et également pour Gino et les autres inculpés et militants et militantes qui sont incarcérés, de montrer qu'on est présent et qu'on parle d'eux aussi. Et justement, en parlant d'eux, Gino, est-ce que tu peux nous en parler, nous faire un petit portrait rapide de qui il est, ce qu'il fait, depuis quand il milite, depuis quand il est justement dans cette vision du monde pour justement lutter contre les néo-nazis? Gino milite depuis très longtemps, depuis qu'il a vécu en Italie, notamment sur le droit au logement pour les personnes étrangères. Est-ce que Gino, vous vous rappelez, il est d'origine albanaise, c'est ça? C'est ça, exactement. Et il a vécu une grande partie de sa vie en Italie. D'accord. Et c'est une personne, on va dire, très ouverte, très intéressée par les autres, très bienveillante. On a eu quelques nouvelles depuis qu'il est incarcéré, il va bien. Et donc, il voit très bien toute la mobilisation qu'il y a autour de lui. Et cette mobilisation-là, comme je disais, elle est sur une mobilisation plus large pour tous les militants et militantes antifascistes qui sont incarcérés actuellement. Et justement, tu as, au sein de votre collectif, en tout cas, vous avez des nouvelles des autres, ceux qui sont incarcérés là-bas, en Hongrie. Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous pouvez communiquer avec eux? Comment ça se passe pour eux? Effectivement, on a le retour de ceux qui sont sortis, comme la députée européenne Ilaria Salis, ça. Et ceux qui sont sur place, enfin, qui sont encore enfermés en Hongrie, est-ce que vous savez comment ça se passe pour eux actuellement? On peut parler du cas de Maya, qui est incarcérée en Hongrie, dans des conditions qu'elle décrit comme inhumaines. Il y a également des députés allemands qui ont pu visiter la prison où elle était et qui ont bien décrit des conditions inhumaines, des cas de torture blanche. Et elle a pu également écrire une lettre où on a pu avoir quelques informations et nouvelles de sa part. Mais en tout cas, c'est très compliqué d'avoir des informations, oui, pour les autres. Oui, j'imagine. Et est-ce que tu peux juste nous rappeler justement les dates importantes, là, le 12 février, savoir si la justice française va ou non accepter l'extradition? C'est principalement là-dessus que vous êtes actuellement. Bien sûr, on travaille là-dessus et sur notamment un rassemblement qui aura normalement lieu à midi devant la Cour d'appel de Paris. Et après, il y aura l'audience. Et donc, on espère avoir du monde présent lors de ce rassemblement. Et dans l'idée également de faire un point presse ensuite pour donner des nouvelles de Gino et de l'affaire en fonction de cette audience. En tout cas, elle est très, très importante. En tout cas, merci beaucoup, Quentin, de nous avoir éclairé et alerté, ou en tout cas d'avoir transmis cette information sur Gino et justement la libération que vous demandez, ou en tout cas sa non-extradition vers la Hongrie. On va suivre ça de près. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. De rien, avec plaisir. Avant de passer à la seconde partie de l'Actu C'est vous, je vous laisse avec ce petit clip pour vous rappeler à quel point votre soutien nous est précieux. Si on veut continuer à proposer des émissions comme celle-ci, on parle de sujets comme celui-ci.